Allô tout le monde, vous êtes à l'écoute de HR with Flo. Au menu, nous aurons des discussions, des invités et des conseils sur le monde des ressources humaines et la question de talent. Je me présente, Karine Pelletier. Charline Florestal. Bonne écoute! Allô, Karine! Bonjour Charline, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, ça va bien. Aujourd'hui, Charline, on va parler d'un sujet qui est un peu lourd. Mais je pense que ça va être... on va essayer de le rendre le plus léger possible. Donc, on va parler de licenciement massif, ce qu'on appelle en anglais layoff. Oh, ça c'est lourd, c'est difficile. En plus qu'on l'a tous les deux vécu. On l'a vécu, puis j'aimerais partager ce qu'on a vécu, mais du point de vue des ressources humaines. Mm-hmm. Point de vue du recruteur et du point de vue au niveau du partenaire en ressources humaines. Tu dois, je pense, gérer avec des employés. Donc, voilà. Et ce que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est vraiment, bon, premièrement, est-ce qu'il y a un bon moment à faire un licenciement massif? La question, elle est horrible, mais est-ce qu'il y a un bon moment? Comment les entreprises font pour être en mesure de dire aujourd'hui, on va couper dans 3 mois. Donc, c'est un point que j'aimerais qu'on couvre. J'aimerais aussi qu'on parle de cette détresse psychologique pour les employés qui perdent leur emploi. Donc, comment ils le vivent? Dans cette détresse, il y a les employés. On parle aussi de la détresse des ressources humaines, des gens qui sont en poste, des directeurs, des partenaires RH, la détresse du recruteur, la personne qui a battu une équipe et qui voit son équipe se dissiper, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais aussi qu'on couvre tout ce qui est cette expression que les gens utilisent, le quiet hiring, mais qui a été causé par des coupures de poste. Ouais. Donc, voilà un peu les sujets qu'on va survoler aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'as dit une expression que j'avais beaucoup aimée. J'espère vraiment que tu t'en rappelles. Tu sais, le fait que toi, tu es recrutement, alors tu prends les candidats et moi, je suis les ressources humaines, puis à ce niveau-là, c'est moi qui... Ceux que tu as rentrés, ben moi... Oui, moi je bâtis, toi tu dissipes. Tu dissipes, ouais, c'est le côté, je pense que c'est le côté qui est plus compliqué dans notre métier. C'est que on est, moi, je ce côté où je débauche, je recrute, c'est quoi l'expression que je t'avais dit? Je courtise. Viens travailler chez nous, viens. On a des belles valeurs, on a des belles conditions de travail, tu vas pouvoir trouver ta voie. Tu sais, je suis comme une espèce de prédicateur, preacher, et les gens, je les rassemble. Je suis comme un pasteur, je rassemble tout le monde. Et puis après, je te confie la balle. Tu me confies la balle et puis moi, je vis l'expérience de leur « Ah, je suis pas heureux, je veux plus d'argent, je veux plus de ci, je veux plus... Ah, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. » Et je vis le côté vraiment triste parce que si il y a un layoff, s'il y a une grande mise à pied, ben c'est moi qui dois... Tout ce que tu as construit, ben je le déconstruis. Puis la même façon que j'aimerais savoir comment toi tu le vis en tant que recruteur. Tu sais, je trouve que c'est important que les gens sachent comment moi je le vis en tant que conseillère en ressources humaines ou partenaire d'affaires en ressources humaines. C'est intéressant comme question. On va tout de suite sauter à cette question-là, puis après on reviendra sur les autres. Quand tu joins une entreprise et ton métier, ton objectif, c'est d'aller chercher des gens, c'est d'aller chercher des talents. On t'a donné un peu une description de poste. On a dit on aimerait avoir cette personne avec ce type d'éducation, avec les skills et avec l'expérience et avec tout ce qu'il faut pour être en mesure de représenter l'entreprise et bien faire le travail. Et puis que la personne soit heureuse dans son poste et que l'entreprise soit heureuse d'avoir ce talent en poste. J'aime bien, mes candidats, je ne les appelle pas des candidats, pour moi, c'est tous des talents. Et puis, donc, mon but est de comprendre
le besoin de l'entreprise et le besoin du candidat. Donc, c'est cette discussion, ça qui s'entame. Alors, on parle d'une discussion et il y a des certains moments qu'on parle d'une séduction parce qu'on doit être en mesure de, tu l'as dit tout à l'heure ou tu l'as dit lors d'un autre podcast, premièrement, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que le marché est aux candidats. C'est les candidats qui ont le plus gros bout du bâton. Exactement. Alors, c'est là qu'il vient cette période de séduction où tu dois être en mesure d'avoir les meilleurs arguments pour aller chercher le candidat. Alors, c'est pas nécessairement de la bullshit que tu vas sortir. Ça va être des bons arguments pour que ton candidat décide de se joindre à ton entreprise. Un peu pour couper un peu qu'est-ce que tu dis, t'es pas d'accord avec moi que cette question de séduction de candidat, c'est nouveau? Avant, les gens se battaient pour joindre l'entreprise. Ils se battaient pour être, OK, je veux rentrer dans cette entreprise-là, puisque maintenant, c'est une question que nous, on veut le candidat. C'est nous qui doit le séduire. C'est nous qui... Tu as tout à fait raison, c'est le revers. Mhm. Alors, c'est nous qui doit faire le cheerleader maintenant pour être en mesure de dire au candidat, venez chez nous et voici pourquoi. Alors, voici pourquoi mon métier est tellement extraordinaire. D'être en mesure de négocier parce que c'est une histoire de négociation. À l'époque, c'est le candidat, tu lui disais, l'entreprise, on t'offre pour ce type de poste, voici ce qu'on peut t'offrir. Le candidat était heureux. OK, pas de problème. Ah oui, je signe où? Alors, signer en l'espace de quelques heures. Mais aujourd'hui, c'est voici ce qu'on nous t'offrons. OK, ben, je vais y penser, laisse-moi 10 jours. Et des fois, des candidats me disaient, j'ai besoin d'avoir une semaine de plus pour réfléchir parce que j'ai plusieurs offres sur la table et je veux prendre ça, je veux d'y aller de manière réfléchie. Et puis, toi, tu es là et tu respectes, tu leur dis, bon, OK, on se repart, on est toujours disponible. Et puis, si tu as des questions, on garde cette séduction, cette relation, puis pour être en mesure d'avoir le contrôle, c'est plate à dire, sur le candidat. Alors, un petit courriel, un petit rappel, et puis le candidat te revient, je veux 10 000 de plus. Telle compagnie m'a offert ça. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Oui, compétitionner? exactement. Bonus de signature. Oui, je veux un bonus de signature. Bonus de signature, exactement. Alors, il y a ça, puis après ça, d'autres petits avantages. On va essayer de couper sur les vacances, on va essayer même d'avoir plus de pourcentage avec le rire. Mhm. Il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Et après, quand tu as signé ton candidat, tu es la personne la plus heureuse au monde pour lui et pour toi. Mhm. Parce que tu as fait, comme j'ai déjà dit, le plus beau métier du monde, c'est de trouver un emploi à tes candidats et que les gens soient heureux. Mhm. Alors, quand tu as, comme ça, pendant des mois, recruté énormément et qu'un jour, l'entreprise te dit, pour des soucis économiques, parce que l'économie ne va pas bien, le secteur, et ainsi de suite, donc tu dois laisser aller tes candidats. Alors, c'est le côté le plus compliqué parce que toi qui te promenais la tête haute et tu saluais tout le monde, les gens que tu recrutes parce que les gens, ils te voient. Mhm. C'est comme un peu le one-man show parce que les gens te disent, c'est elle, c'est grâce à elle, grâce à nos discussions, nos échanges, nos négociations qui m'a fait rentrer dans l'entreprise. Je suis tellement heureux. Merci, Karine. Merci. Et qu'à toutes les fois, je les rencontre au bureau, je les salue, et puis que les gens viennent me voir, comment ça va? Et toi, dans ton rôle, comment vas-tu? Comment va l'adaptation? Et que du jour au lendemain, on a malheureusement, l'entreprise doit laisser aller des gens. Donc, moi, cette situation, je l'ai vécue, je me sentais désarçonnée. Je me sentais mal, j'avais du mal à regarder les employés dans les yeux parce que je suis allée chercher, j'ai fait quitter ton emploi, je t'ai donné des très, très bonnes conditions, puis aujourd'hui, malheureusement, 6 mois, 7 mois, 8 mois après, je dois te laisser aller. Mhm. Alors, oui, ce côté-là est un peu compliqué et des fois, c'est difficile. Tu sais, en étant en acquisition de talent, on a, moi, en tout cas, je trouve, je te poserai la question, Charline, tu sauras me dire, Charline, si on a une, comment on appelle ça? On a des qualités différentes et on a un profil différent. Mhm. Moi, je suis très marketing, je suis très négociation, je suis très... Et après, au niveau des ressources humaines, ben, vous avez un autre profil. Donc c'est pour ça que la coupure, les licenciements, on le vit d'une manière différente.
Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi que tu le vis d'une manière différente parce que je crois qu'en tant que recruteur, puis encore là, je ne l'ai pas vécu en tant que recruteur, mais c'est une déception. Tu as vendu un rêve à des gens. Tu as vendu tout ça à des gens. Puis souvent, comme tu le dis, c'est 8 mois plus tard, ben, tout le monde est coupé parce que souvent, on coupe ceux Ouais. qui sont les plus jeunes dans l'entreprise et les low performers, alors ceux qui performent un peu moins bien ou beaucoup moins bien. Alors, c'est un sentiment de déception. Tu as vendu un rêve, tu as fait croire que c'est l'entreprise, la plus belle entreprise, qui vont faire des années avec toi, qui vont trouver la stabilité avec toi. Et puis, à la fin, ils sont coupés 8 mois plus tard, 1 an plus tard. Même, ça fait mal quand tu entends quelqu'un, ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'entreprise. Et toi, tu es là, c'est toi qui l'as embauché pour la première fois, puis il s'en va. Mais je dois te dire que d'une perception ressources humaines, c'est complètement différent. Comment tu perçois ressources humaines? Ouais. Premièrement, oui. Ouais. Dis-moi comment tu perçois, puis après, comment toi, tu te sens? L'affaire, c'est que moi, je l'ai vécu 2 fois dans ma carrière. Et les 2 fois, je trouve que ce que l'employé ne sait pas, c'est que nous aussi, on ne le sait pas. Ouais. Une surprise. Nous autres, c'est quoi? C'est toujours, dans mes 2 expériences, c'est toujours 3 semaines avant qu'on me dit, Charlène, voici la liste, parle avec tes gestionnaires et on doit couper tant de pourcents. Exactement. Trouve le pourcentage entre chaque gestionnaire, discute ça avec tes gestionnaires. Alors, ça vient pour moi aussi comme une surprise. Puis à chaque fois, c'est ça qui m'énerve, à chaque fois, je suis surprise. Oui. Parce que ça commence toujours pendant la période de performance, d'évaluation de performance. Puis là, ils disent, oh, Charline évalue ce qui est le low performer et le higher performer. Regarde ça. À partir de là, puis ils vont... L'entreprise te fait sentir que c'est pour l'employé que tu le fais, pour aider sa performance, pour l'aider à grandir, pour l'aider à... Mais à la fin, c'est pour t'amener à, Charline, 30% du staff, il faut couper. Oui. Puis tu arrives à un point où est-ce que je trouve que j'ai cet avantage-là en ressources humaines, c'est que pour moi-même, si je suis coupée, ben je le comprends. Je le prends plus personnel. OK. Parce que tu es en ressources humaines. Ouais. Et prends un employé. Comment tu te sens? Parce que tu ne t'as pas répondu à ma question. J'aimerais savoir comment tu te sens là-dedans. Parce que après ça, l'employé toi, tu sais que la coupure s'en vient et elle se présente à son bureau avec des problèmes familiaux. Comment tu gères ça? J'en pleure. Parce que l'affaire, c'est que les employés, je les connais. Oui. Tu sais, moi, j'ai un performance tracker où est-ce que j'écris vraiment le nom de l'employé, s'il y a des situations. Je connais sa vie, je connais sa réalité. S'il y a des enfants, c'est le pire, quand c'est proche de Noël. Oui, quand c'est proche de Noël. Oh, mon Dieu! Oui. Puis c'est souvent proche de Noël, soit proche de Noël ou après le temps des fêtes. Ouais. L'entreprise a toujours ce débat-là. Est-ce qu'on le fait avant le temps des fêtes ou après? Exactement. Ça me détruit en dedans. J'entends l'employé, mais je l'ai entendu. Mais Charline, j'ai 3 enfants. Ouais. Charline, les cadeaux de Noël, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Puis malgré qu'ils entendent le package, ils pensent même pas au package que je leur donne. Ils pensent à comment je vais faire après. Après, c'est exactement ça. C'est après le package, c'est plutôt c'est une mince consolation, dépendamment du type de quantité d'employés que tu laisses aller. Il y a des layoffs qui sont des licenciements qui sont un peu déguisés parce qu'il y a un nombre à atteindre, puis on va juste un petit peu en dessous du nombre. Donc, ça dépend. Ça dépend comment l'entreprise va le présenter. Mais ça, tu as parlé, Charline, du layoff, des low performers. Mais qu'est-ce que tu fais avec les gens qui performent? Hey, Parce que là, on s'est dit,
OK, là, on a un pourcentage, mais finalement, les chiffres ne coordonnent pas. Il faut que tu ailles gruger dans d'autres types d'employés. Tu fais comment? Moi, je deal avec deux choses. Hein. Quoi? Je deal avec le fait de laisser partir quelqu'un qui a une famille ou qui a des dettes ou qui a une vie ou un lifestyle, parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille, mais ils ont un lifestyle. Je viens à détruire ça, mais je viens à détruire aussi pour le gestionnaire. Je prends le meilleur de son équipe. Puis là, lui, il se retrouve aussi short staff. Hey, Charline, moi, j'ai été short staff, là. Qu'est-ce que je vais faire? T'sais, on s'attarde à être fâché contre son boss parce qu'il le laisse aller, mais lui, il va être short staff. Là, tout son travail, il doit le diviser. Il y avait 10 personnes, il doit le diviser en 5 personnes. Comment il va gérer tout ça? Puis lui-même, le gestionnaire lui-même va devoir travailler encore plus pour être capable de gérer et supporter tout ça. Alors, sa charge mentale, je suis en train de l'augmenter. Alors, moi, j'ai deux personnes qui deviennent contre moi, contre les RH, parce que moi, les RH, je deviens la business, malgré que mon père, il n'est pas propriétaire de la compagnie. C'est de ma faute. Ouais. Donc, on parle des familles, tu viens de parler du temps des fêtes. Ben, ça touche la question, est-ce qu'il y a un bon moment pour faire un licenciement massif? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que si c'est avant le temps des fêtes, après le temps des fêtes, c'est un problème. Si ça serait hors, on va dire, des temps des fêtes, bien regarde, est-ce que c'est une période où est-ce qu'il y a peu de recrutement? Alors, on ne peut pas licencier les gens où est-ce qu'il y a moins de recrutement que d'autres périodes. Si ce n'est pas le temps des fêtes, bien, c'est l'été. C'est les temps des vacances. C'est March break. Il y a toujours quelque chose. Un événement pour couvrir et puis pour dire que c'est pas une bonne période. Donc, tu sais, moi, j'ai eu une fois fait face à un licenciement massif en tant que recruteur. J'ai vu une première vague, j'ai pas été touchée, j'ai vu la deuxième vague et que j'ai été touchée. Et après, je me suis retrouvée dans la peau de l'employé qui avait perdu son emploi. C'est assez, comment je pourrais dire, un événement où tu as des doutes. Et on te le dit quand on te laisse dans la manière qu'ils le font. Il y en a qui vont faire un petit meeting, ça va prendre 10, 15 minutes. Ils vont nous expliquer, voici, on vous laisse aller pour telle raison. Voici votre package. Voici le support que vous pouvez avoir pour vous retrouver de l'emploi. Puis après, parce que ça s'est passé par Teams, après, on se déconnecte et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu as 10 minutes. Dans 10 minutes, tu n'as plus accès à rien. Tu clean. Tu as 10 minutes pour clean ton ordinateur et c'est fini. Donc après, c'est cette détresse que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu parce que... Non, j'aimerais ça que tu me l'expliques. J'aimerais ça vraiment que tu me l'expliques parce que tu l'as dit, tu l'as vécu. Comment tu t'es sentie? Rentre-moi dans l'histoire, dans ta tête. Bon, comment moi, je me suis sentie... Tu sais, je suis arrivée j'ai travaillé pour une super belle organisation où ça a été quelques mois, mais tout allait très rapidement. Donc, les liens, les gestionnaires, les fondateurs, c'était une belle organisation. Donc, j'avais trouvé mes marques très, très rapidement. Et mon travail, je l'ai fait avec une passion. Et puis, je recommencerai encore demain matin. Et le jour où on a su que, il y allait avoir des coupures, la première vague est passée, je serai dans la deuxième, j'avais cette... tu sais, j'en voulais à personne, mais j'étais frustrée. Frustrée de dire, OK, l'aventure s'arrête là. Et puis après, tu te retrouves un peu comme tout le monde. Et c'était une époque où il y avait énormément de layoffs partout. Les grosses industries, tout le monde, il y avait 1000 personnes là, 500 personnes là. Et tu te dis, OK, c'est dans la vague. Il y avait toujours ce message sur LinkedIn. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ma dernière journée, excusez-moi, c'est ma dernière journée. Donc, après, tu te retrouves un peu dans le bec comme tout le monde.
Donc, tu reçois ton package, tu t'assois là, puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais après? Mhm. Et tout de suite, instinctivement, ton instinct de survie, tu te mets à chercher. Tu te mets à chercher un autre emploi, tu te mets tout de suite en quête de Mais ton nouvelle. Je veux juste rewind. Oui. OK? Juste un peu. Tu sais, tu l'as dit juste un tout petit peu, mais ça t'a fait douter sur toi-même. Ça te fait douter sur toi-même parce que là, tu te retrouves plus d'équipe. Ton équipe, ton entreprise, c'est ta famille, Mhm. dédiée. Parce que, tu sais, moi, je vibrais. C'était une entreprise merveilleuse. J'avais des collègues. J'avais mon objectif. Tu bâtis quelque chose. Mhm. Et du jour au lendemain, on te retire de la maison. On te dit, bon, voici la porte. Malheureusement, on ne peut pas te garder. On a des soucis monétaires. On ne peut pas te garder. Donc, ce que tu as bâti, tu te retrouves avec plus rien. Alors, tu te retrouves en détresse parce que tu te dis, comment je vais faire pour retrouver un type d'entreprise comme ça, Mhm. un environnement comme ça, qui va me donner cette même... Je vibrais. Mhm. C'est comme quand tu perds tu perds un chum ou puis là, tu te dis, comment je vais faire pour retrouver un gars comme ça? Finalement, tu te rends compte qu'il y a mieux, tu sais. Mais oui, mais Oui, oui. mais c'est le même, bon, c'est pas pareil, mais c'est le même type de détresse. Mhm. De trouver un compagnon ou une compagne aussi spectaculaire parce que j'avais créé des liens et on avait tous, c'était une fusion. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une heure, qu'on discute ensemble pour un autre épisode de cette fusion au niveau du travail. Ouais. Cette balance entre la vie privée, le travail, et de voir un peu comment, parce que c'est quelque chose qui est c'est très émotionnel, c'est très psychologique, et il y a des entreprises ils travaillent sur cette culture. Mhm. Donc, voilà. Mais oui, une détresse. Mais moi, je veux aller encore plus profond. parce Vas-y, que toi, moi, c'est comme ça que je me sentais, mais tu sais, le pourquoi moi? Tu sais, est-ce que tu t'es rentré dans le pourquoi Non, moi? parce que c'est une question de chiffres. Tu vois les chiffres, Ouais. tu vois qu'on coupe là. Puis là, bon, OK, on a pas assez à couper, donc on s'est enlevé des low performers. Puis là, moi, je performais. Ben oui. Là, mais après, les gens se disent, OK, tu performes, parfait, mais on n'a plus d'emploi pour toi. On abolit ton poste. On a aboli mon poste. Moi, j'avais d'autres collègues à l'extérieur qui pouvaient faire la même chose. On a aboli. Alors, pour moi, c'était pas pourquoi moi, c'était juste, oh non. Parce que j'aimais vraiment l'environnement où j'étais, j'aimais Mhm. vraiment mes collègues, j'apportais ma pierre à l'édifice. Mhm. Donc, le fait d'apporter ta pierre, tu me sentais bien. Je me levais, je souriais au bureau. J'étais heureuse de représenter l'entreprise parce que moi, le sentiment que tu représentes une entreprise et tu fais corps avec elle, c'est moi. Mhm. Moi, je suis très chauvine. Moi, là, tu sais, je viens du Québec, Canada, Lac-Saint-Jean, je suis très chauvine. Mhm. Donc, et d'être dans une entreprise où t'aimes ça, tu te lèves, les couleurs, c'est toi. Mhm. Puis on avait vraiment la dernière, on avait vraiment une belle organisation où je me sentais chez moi. Mhm. Donc, à toutes les fois que je faisais une entrevue, je disais aux candidats, moi, j'embauche des gens avec qui j'aimerais travailler. C'était ça mon secret. Mhm. Ah merde, j'ai dit mon secret de recrutement. J'embauche des gens avec qui j'aimerais travailler. Donc, mes collègues, je les connais tellement. Et je sais la culture, je connais la culture d'entreprise, je connais ce qu'ils cherchent pour les défis, des rôles, des différents gestionnaires avec les différents départements. Donc, j'ai embauché des gens avec qui ils aimaient travailler aussi parce que j'aurais aimé travailler Mhm. avec cette personne-là. Alors, c'est ça qui faisait que je disais plus une personne qu'une autre, plus un profil avec des CV similaires. Mhm. C'est une question. Donc, quand tu rentres dans le cœur du recrutement, dans le cœur d'une personne comme ça, et que comme je t'ai dit au début, que tu négocies et que tu travailles, c'est un travail, c'est courtiser, c'est être en mesure de séduire. Ben à la fin, là, les gens, on est toutes les deux ouverts, humains, on s'est donné de toutes les deux, et que cette personne a joint et te dit, Karine, tu avais raison, c'est vraiment une belle entreprise. C'est vraiment, on a cette fusion avec les différents départements, avec les collègues, que ce soit des départements différents. Donc, quand tu as fait cette job, c'est comme peindre. C'est comme peindre une œuvre. Après, quand on dit, ben, OK, bon, j'y passe,
genre, le Laurent veut pas, mais tu as quand même le doute. Mhm. Donc, tu as le doute. Tu te dis, OK, je comprends. Puis après, c'est pour ça que je te dis, après, tout de suite, tu vas chercher autre chose. Donc, d'où, c'est un des points, la détresse psychologique. Après, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est que après ce licenciement, ils vont se dire, OK, est-ce que je cherche un autre emploi? Oui, non. Est-ce que je suis... Mais les gens n'iront pas se poser la question, est-ce que je suis dans l'état d'esprit Mhm. pour me trouver autre chose? Donc, voilà. Ils sont dans le mode survie Ils aussi. sont dans le mode survie. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va parler dans le futur, puis que j'aimerais vraiment qu'on invite quelqu'un en finance. Parce qu'il parle souvent, puis j'applaudis ceux qui le font, puis qui l'ont fait. Mais je veux pas qu'on juge ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne le font pas. Oui. C'est d'être prêt, d'avoir 3 mois solides dans leur compte de banque. Il y en a plusieurs qui n'ont pas cette stabilité financière-là, riches ou pas riches, ils n'ont pas cette stabilité financière-là d'être préparés 3 mois en avance. Mhm. Alors, tu perds ton emploi, tu es en mode survie. Alors, pour ramener à ce que tu dis, ils prennent pas il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps d'avoir cette réflexion. Laisse-moi prendre le temps, prendre une pause, puis trouver ma carrière, trouver où je veux aller, où je vais être, mais qui sont en mode survie. Trouvons quelque chose rapidement, tout de suite. Il faut que je trouve tout de suite quelque chose. Se mettre sur Indeed, se mettre sur LinkedIn, commence à chercher au lieu de prendre cette pause-là. Oui, mais c'est le but du licenciement massif, c'est la surprise. Ouais, ça crée la surprise. Donc, tu sais, l'organisation financière ou une organisation de plan de carrière, ben, c'est là que ça devient, tout va en éclat. Oui, il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté, dans les licenciements massifs, il y a différents aspects. On parle du financier. On va parler aussi de l'aspect où les gens, ils sont peut-être proches de la retraite Mhm. et qui s'attendaient à passer les 5 dernières années dans cet emploi-là, que toute leur organisation et tout était orienté. Je passe les 4, 5 dernières années dans cet emploi, puis après, j'irai prendre ma retraite dorée. Donc, il y a ce côté-là que il ne faut pas oublier. Donc, c'est un des aspects aussi. Et puis, Tu parles aussi où est-ce qu'on propose la retraite anticipée. oui, c'est Ouais. une forme de, Ouais. c'est une forme on va dire, de quiet quitting. Mhm. Alors, je t'explique ma version. Il y a plein de versions, mais je t'explique une des versions d'un aspect lequel j'ai vécu. Parce que tu m'as introduit à ça. Je le vivais, mais je ne connaissais pas le mot. Tout le monde explique le quiet quitting. Mhm. Moi, je vais expliquer ce que j'ai vécu une autre version du quiet quitting. Mhm. Donc, je travaillais pour une entreprise qui avait fait énormément d'acquisitions. Donc, en 5 ans, on doit en faire une trentaine à peu près. Donc, cette entreprise avait beaucoup avec les acquisitions, avait laissé aller des gens durant les acquisitions et ils en avaient gardé beaucoup parce qu'il y avait des rôles ils devaient avoir des transferts de connaissances. Mhm. Les transferts de connaissances dans des acquisitions, généralement, des fois, c'est entre 12 et 18 mois. Alors, après le 12 et 18 mois les dernières acquisitions, ils ont demandé aux employés, écoutez, on vous offre de prendre un package pour des gens qui veulent partir à la retraite ou retourner aux études. Alors, donc, on vous donne 1 mois pour décider. Vous avez jusqu'à telle date pour nous envoyer le formulaire rempli. Alors, les gens qui étaient proches de leur retraite se sont dit, bon, ben, peut-être que c'est le moment. Ils vont me donner un package, un nombre d'années que j'ai travaillé, donc ils vont avoir quelque chose de beau. Généralement, les gens, ça leur donnait un package de 9 à 12 ou 18 mois, dépendamment des personnes. Mhm. Les gens qui avaient, dépendamment des types de rôles que tu avais, de rôles de gestionnaire, de directeur. Alors, beaucoup de gens ont rempli. OK, moi, je décide de retourner aux études. Voilà. Moi, je décide de prendre ma retraite. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Charline? Il s'est passé qu'ils n'ont pas eu autant de gens qui avaient calculé sur la liste. Ils se sont dit, ouais, il n'y a pas assez de monde qui ont décidé de partir à leur retraite ou d'aller aux études. Ben, on va
on va se refaire un deuxième round. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui avaient pensé, mais qui n'avaient pas eu, se sont dit, ah, je ne sais pas, je vais attendre. Ben, se sont dit, ouais, j'aurais dû appliquer sur le poste. Ah, j'aurais pas appliqué sur le poste, mais j'aurais dû remplir ce formulaire pour quitter. Donc, ces gens-là, entre le premier et le deuxième, qui doutaient, qui avaient finalement, parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés, qui ont dit finalement 2-3 semaines après, ah oui, est-ce que c'est encore le temps parce que j'ai envie de partir? Ils ont dit non, c'est fini. Donc, ces gens-là, qui n'ont pas nécessairement été les plus performants au travail, se sont dit, ah, ouais, là, j'ai voulu y aller, mais je me suis dit trop tard. Puis là, finalement, Package est parti. paquet est parti. Moi, je ne me tente plus. Donc, ils se sont mis à moins travailler, moins stimuler. La performance n'est pas nécessairement là. Ils se lèvent pour aller au travail. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais sans plus. Donc, après ça, quand il y a vu ce petit mouvement, ben, ils ont dit une idée de génie. On dit, ben, on va en faire un deuxième. Là, la deuxième est arrivée. Fait que les gens, c'est les premiers qui ont signé tout de suite. Donc, ce qu'ils ont fait, ça a démotivé énormément de personnes. Le fait qu'ils en font un deuxième. Ouais. Une deuxième C'est- session de package. Deuxième session de package. Mhm. Ils n'appellent pas ça un licenciement, on t'offre un package Mhm. pour que tu t'en ailles. Mhm. Donc, étudiants et Retraite. étudiants et retraités. C'était les deux seuls critères auxquels tu pouvais appliquer sur ce formulaire pour dire maintenant, on te laisse aller. Alors, c'est une façon de faire qui va, on va dire, faire du délestage sans trop faire de bruit Mhm. parce qu'on t'offre de partir. Mhm. C'est ta décision. Tu sais, quand tu me parlais de ça, j'avais pas le terme, le nom, mais tu sais, j'ai connu des amis qui ont vécu ça. Tu sais, ils l'ont vécu. Moi, je l'ai jamais vécu. J'ai jamais vraiment vu ce type de licenciement-là. Mais j'ai entendu où est-ce qu'une compagnie dit en telle date et telle date, on va commencer. Puis c'est une question d'année, là. En telle année, durant l'année, on va licencier des gens. Si vous voulez partir, C'est le temps. c'est le temps. On a le package. Dites-nous-le. C'est On ça. vous laisse partir. Ouais. Et le plus proche que tu te rapproches, ben, plus le package est moins C'est intéressant. exactement. C'est une autre forme de délestage, malheureusement, utilisée. Puis voilà, ça dépend des entreprises. C'est une façon de faire. Moi, j'ai pas de... pour moi, il n'y a pas de façon de faire idéale quand tu dois couper dans les chiffres. Mais c'est juste que, en sachant que quand tu joins une entreprise, comme tu dis, il y a une manière de se préparer. Mhm. Rien n'est éternel. Il faut juste être en mesure d'avoir un bon plan et de voir des spécialistes s'il faut. Exact. Et puis d'être en mesure de se dire que c'est juste un emploi. Donc, je le dis avec délicatesse parce que c'est pas tous les emplois et c'est pas tous les types de travailleurs qui ont cette facilité de retrouver un emploi. Mhm. Il y a des types d'environnements différents. Donc, ouais, voilà. Mais c'est quand même toujours une surprise. Non, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. C'est sûr que je veux quand même parler de mes expériences. Moi, je l'ai vécu 2 fois. Puis les 2 fois, c'était très différent. La première fois, c'était dans le temps où est-ce qu'on était au bureau. Puis tu voyais les gens, je crois qu'à chaque semaine, tu voyais quelqu'un qui partait avec ses boîtes, là, comme à la télé. C'était durant 2008, durant la crise financière. Exactement. 2008. 2008-2009, là. 2008-2009. C'est là où est-ce qu'il y avait la crise financière. Oui. Tout le monde était au courant de ce qui se passait, surtout le fait que je travaillais pour une compagnie américaine. Je savais que... Non, est-ce que je savais? Non, je savais pas que ça s'en venait pour moi. Justement parce que j'étais bonne. Oui. J'étais bonne dans ce que je faisais. J'étais passionnée. J'aimais ça. Puis à chaque semaine, tu voyais quelqu'un qui partait avec ses boîtes. Puis qu'est-ce qui était triste? J'étais juste comme, ah, je m'y attendais. Tu sais, je regardais la personne partir, puis je suis comme, ah, je m'attendais à ce qu'un tel s'en aille. Mais à aucun moment, je pensais que ça allait arriver à moi. Comment toi, tu t'es sentie? Parce que moi, je t'expliquais comment je me suis sentie, mais toi, émotionnellement? J'ai beaucoup d'orgueil. Hein,
je suis partie, puis quand ils m'ont dit, Charlène, c'est ton tour, j'ai fait la forte. Tu sais, j'ai fait, ah, OK, ben, c'était mon tour en dedans. Contrairement à toi, je me suis sentie, comment je vais faire? Si j'étais bonne, ça veut dire que je n'étais pas aussi bonne que je le pensais. Qui va me reprendre? Qui va vouloir de moi? Je me sentais comme l'imposteur aussi, parce que j'avais quoi? Juste 2 ans d'expérience dans le domaine. Je me sentais comme l'imposteur, comme si je ne le méritais pas. J'ai fait 6 mois sans emploi. 6 mois à chercher un emploi en état panique parce que je venais juste de marier. Je venais juste de m'acheter mon condo. Ouais. Même quand on me laissait partir, là, on me l'a dit, Charline, c'est pas à cause que tu viens de te marier qu'on te laisse aller. Ils avaient peur que je pense que c'était en lien. Ouais. Je revenais 2 semaines, je venais juste, ça faisait pas longtemps que j'étais là, 2 semaines de vacances, à cause que je me suis mariée, 2 semaines de vacances, je reviens, je me fais laisser aller. Je voyais qu'ils se sentaient mal. Je voyais qu'ils ne voulaient pas me laisser partir. Je voyais qu'ils n'avaient pas le choix. Ça a aidé. Mais le fait que je n'avais pas autant d'expérience, ça a beaucoup joué dans mon estime de soi. Ça a pris du temps avant que je prenne l'ordinateur puis je commence à appliquer. Puis quand je l'ai fait, c'est parce que je n'avais pas le choix. Donc, d'où vient le point de quand tu vis ce type d'événement, mentalement, est-ce que tu es prêt à te retrouver un emploi? Et souvent, non. Souvent, non. Moi, je n'étais pas prête. Puis, tu sais, les supports, moi, j'ai la chance d'être entourée, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'être entouré. Et nous, on a cette chance de travailler en ressources humaines. Donc, on connaît facilement les outils. On a un réseau. Mais pour les gens qui n'ont pas de réseau, pour les gens qui, pour eux, c'était un emploi qu'ils avaient eu difficilement, et puis après, il faut qu'ils se remettent sur le marché du travail. Et se mettre sur le marché du travail veut dire que tu vas probablement faire une tonne d'applications, que tu vas passer une tonne d'entrevues. Tu vas te faire rejeter une tonne de fois. Et ça va être le sujet de notre prochain épisode en expérience candidat. Comment faire pour te trouver un emploi? Quoi faire? Quoi ne pas faire? Donc c'est ça. Ces gens-là qui n'ont pas nécessairement la chance de connaître l'industrie et de connaître la marche à suivre pour se remettre sur le marché du travail. Donc, je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est pas... C'est un licenciement que je trouve important de discuter, qui existe et qui se fait, et que j'ai très peu de respect pour ce type de licenciement, et que j'ai vécu. Puis la dépression après était grande, là. C'était une petite entreprise et on m'a isolée. On t'a isolée. On m'a Explique-toi. poussée à vouloir quitter. Ah. On m'a poussée à me dire, j'ai fini, j'en peux plus, je m'en vais, et j'avais rien préparé après. Pourquoi ce type de licenciement-là est difficile? On appelle ça un licenciement caché. Pourquoi il est difficile? C'est parce que tu n'as rien après et tu n'as même pas... détruite. Mais oui, mais tu n'as même pas le chômage. Parce que c'est toi qui as quitté. OK. On t'a poussé. OK. Explique-moi un petit peu. Explique-moi comment... Ça a duré c'était sur combien un laps de temps? Mon Dieu, tu vas me faire devenir personnel avec nos auditeurs. Vraiment, ça rentre vraiment dans ma vie personnelle. Dans ce temps-là, j'essayais d'avoir un enfant. OK. Alors, je faisais in vitro. Alors, j'étais absente souvent. OK. J'étais absente souvent. J'ai vécu des fausses couches aussi. Alors, je rentrais au travail, puis, tu sais, j'étais triste. Ouais. Pendant que je voyais d'autres collègues qui vivaient des moments difficiles aussi, parce que tout le monde vit des moments difficiles, je voyais qu'ils étaient entourés, qu'on leur demandait comment ça va, qu'est-ce que tu... Tu sais, moi, on m'a vraiment isolée. On me parlait plus. Quand j'avais des rencontres avec ma boss, c'était toujours comment j'ai pas bien performé, j'ai pas bien fait ça, j'aurais dû faire ça.
C'était lourd. On me rendait la vie encore plus lourde jusqu'à temps que je réalise. À un moment donné, tu le réalises. Ils veulent que je m'en aille. J'étais pas informée. Il y a des meetings, ils me mettaient pas dedans. Alors, j'étais en retard dans On te tout. poussait à À ce que tu quittes Ouais. tout par toi-même. Et j'ai jamais oublié quand j'ai donné ma démission, j'ai jamais oublié qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma directrice dans le temps. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, ah, tu retournes aux études? OK. Et ça avait aucun lien. Ouais, avec ce que tu vivais. Mais finalement. aucun lien. Mais ça a duré pendant combien de temps? Ça a duré sur quelques semaines, quelques mois? Moi, je crois que je suis faite forte. Je crois que c'était au moins un bon 4-5 mois. C'est énorme. Ouais, c'est Énorme sur énorme. le psychologique aussi. Ben, parce que j'avais pas de plan B. T'avais pas de plan B. Ouais. Et moi aussi, je faisais des choses pour qu'on me renvoie, puis ils me renvoyaient pas. Non, il voulait que tu quittes par toi-même. Ils voulaient que je quitte par moment pour pas avoir à m'offrir un package. OK. Puis dis-moi, après, bon, tu perds ton emploi. Qu'est-ce qu'on fait après? Tu commences à appeler tous tes contacts. C'est ça. Tu commences à networker, t'écris aux gens, t'écris, tu paniques. Moi, j'étais en mode panique. Je suis sortie de cet emploi-là, je suis allée direct dans un autre emploi. J'ai vraiment rushé à trouver quelque chose d'autre. Puis j'ai pas nécessairement trouvé quelque chose que j'aimais, mais j'ai rushé à cause qu'ils m'ont mis dans cette position-là. Et donc, que ce soit un licenciement massif ou un licenciement, juste un licenciement, perdre son emploi, on est dans la même détresse psychologique. Exact, On ouais. est dans la même détresse, on a besoin des mêmes supports. Et c'est ça. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est plus, difficile que l'autre? Je crois pas. Je crois pas. Moi, je crois que tout le monde vit leurs difficultés différemment. Ouais. Tout le monde le vit différemment. Il y en a qui sortent de là, puis qui, comme tu as dit, puis c'est un super bon conseil que moi, je donne à tous mes auditeurs, à tout le monde. C'est une job. Faut pas le prendre personnel. Il ne faut pas te prendre personnel. Et puis, ce que je pourrais ajouter dans ton conseil, c'est n'hésitez pas à prendre un peu de recul. Je vous dis pas de prendre des mois, quelques jours, juste pour vous recentrer, pour être en mesure de faire des entrevues qui sont cohérentes Mhm. et de ne pas y aller, pas beaucoup d'émotions dans vos entrevues, pas discuter de l'entreprise, la manière que vous êtes senti, on est humain, on le sait. Puis je pense qu'un bon recruteur va aussi avoir cette empathie et de comprendre un peu d'où vous venez, mais de focusser sur le prochain, de focusser sur le futur et d'aller chercher des conseils Mhm. de gens que vous connaissez, de parler avec des recruteurs. Oui. Tu sais, là, des conseils, c'est quelquefois, on va le faire nous-mêmes. On va chercher, non pas nous-mêmes, on va chercher sur les réseaux, mais il y a des tonnes de recruteurs qui sont là pour juste vous donner des informations. Appelez dans une agence de placement, tu sais, parler avec un recruteur, donner des conseils, puis voir aussi avec vos amis, vos connaissances, refaites vérifier vos CV. Parce que la tonne de CV que je vois de gens On va en reparler. qui ont perdu leur emploi et Mhm. qui vont nous servir le CV de 92 et puis qui n'est pas nécessairement à jour ou c'est ça, on va en reparler. Donc, c'est une image un peu que vous devez vous refaire parce que c'est vous que vous vendez. Donc, les recruteurs sont bons, mais ils sont pas non plus ils n'ont pas de boule de cristal. Exact. Alors voilà, c'est vraiment important vous n'êtes pas les seuls. Et puis d'aller chercher du support, que ce soit du support pour vous aider à faire les CV, un support pour vous aider psychologiquement, de parler avec des gens qui sont dans différents réseaux. Donc voilà, c'est ce que j'ai un peu comme conseil, mais je sais que ça peut couvrir une prochaine émission. Puis comme d'habitude, on veut vos commentaires. Comment vous l'avez vécu? On veut savoir peut-être, est-ce qu'il y a un type de licenciement que vous avez vécu qui est différent à nos expériences? Qu'est-ce que vous pensez? Votre opinion compte beaucoup pour nous. C'est ça qui nous permet de continuer, de trouver d'autres sujets aussi. Alors, donnez-nous vos commentaires. Parlez-nous de vous, de votre carrière. Ça nous fait un plaisir de pouvoir en discuter. Et puis, je suis certaine qu'il y a des chasseurs de talent qui ont retrouvé des emplois
Parlez-nous, donnez-nous des trucs aussi. Mhm. Comment vous avez fait pour vous rebâtir et puis pour vous trouver un environnement où vous étiez bien, un environnement sain? Donc voilà. Alors, je pense que ça conclut pour aujourd'hui. Encore une fois, c'était une belle discussion, Karine. Merci, Charline. On se reparle.